Fragment 14. Une critique de la science pose désormais un énorme problème pour la plupart des théories de la résistance. Tant d'anciens moyens de résistance, notamment ceux qui sont basés sur la science et l'industrialisme, n'ont fait que réaffirmer l'ordre du monde. L'angle mort de cette résistance est précisément que nous avons été domestiqués dans une dimension biologique à travers la capture de nos corps et la négation de nos esprits. Il ne serait pas suffisant de détruire toute infrastructure informatique du monde tant que nous maintenons une vue tacite de nous-mêmes comme étant des ordinateurs primitifs. Toute tentative d'utiliser la science dans la poursuite de la libération ne peut seulement qu'intensifier la tragédie de la séparation et du contrôle qui est l'essence même de la domestication. Cela peut possiblement être observé dans le marxisme plus que dans tous les autres systèmes de pensée du siècle dernier. Le texte de Freddy Perlman, L'appel constant du nationalisme, est brutal à ce sujet. Marx avait un angle mort important. La plupart de ses disciples et beaucoup de militants qui n'étaient pas ses disciples construisirent leur programme sur cet angle mort. Marx était un partisan enthousiaste de la lutte bourgeoise pour la libération des liens féodaux, qui n'y était pas enthousiaste à cette époque. Lui, qui observa que les idées dominantes de cette époque étaient les idées de la classe dominante, partageait beaucoup des idées de la classe moyenne, nouvellement indépendante. Il était amateur des lumières, du rationalisme, du progrès matériel. C'est Marx qui a judicieusement indiqué que chaque fois qu'un ou qu'une prolétaire a reproduit sa force de travail, chaque minute qu'elle a dévouée à sa tâche assignée, et elle a agrandi l'appareil social et matériel qui l'a déshumanisé, et pourtant le même Marx était enthousiaste face à l'application de la science à la production. Mais ce progrès devait, à chaque tournant, lutter contre la décomposition qui accompagnait toute organisation léviathanique. Pour faire cela, le Léviathan a constamment besoin de nouvelles populations qu'il peut presser pour en extraire du surplus. Parfois, cette domestication/capture de populations est accomplie à travers le colonialisme, tandis que d'autres fois, les populations ont été trouvées dans les colonies domestiques, de juifs, sorcières, pédés, musulmans, hérétiques, etc. Ce procès d'accumulation primitive est responsable des essors des aubaines et des grands bonds en avant. Les nouvelles injections au capital préliminaire sont les seuls remèdes connus aux crises. Sans une accumulation primitive continue du capital, le procès de production s'arrêterait. Chaque crise tendrait à devenir permanente. Le génocide, l'extermination rationnellement calculée de populations humaines désignées comme proie légitime, n'a pas été une aberration dans une marche de progrès autrement pacifique. C'est pourquoi les forces armées nationales étaient indispensables à celles qui maniaient le capital. Ces forces ne protégeaient pas seulement les détenteurs du capital de la rage insurrectionnelle de leurs propres salariés exploités, ces forces capturaient aussi le Saint Graal, la lampe magique, le capital préliminaire en frappant aux portes des étrangers et étrangères résistants ou non, en pillant, déportant et tuant. Des communautés humaines aussi variées dans leurs mœurs et leurs croyances que les oiseaux le sont en plumes ont été envahies, pillées et finalement exterminées d'une manière inimaginable. Les habits et les artefacts des communautés disparues ont été ramassés comme les trophées et ont été placés dans les musées comme des traces additionnelles de la marche du progrès. Les croyances et mœurs éteintes sont devenues des curiosités d'une des nombreuses sciences de l'envahisseur. Les champs, forêts et animaux expropriés ont été recueillis comme des aubaines, comme capital préliminaire, comme condition préalable dans le procès de la production, qui devait transformer les champs en fermes, les arbres en bois, les animaux en couvre-chef, les minéraux en munitions, les survivants et survivantes humains et humaines en main-d'œuvre bon marché. Le génocide était et est toujours la condition préalable, la pierre angulaire et les fondations des complexes militaro-industriels, des environnements transformés du monde, des bureaux et des parkings. Perlman continue à suivre cet angle mort, la capture, le génocide, l'exploitation nécessitée par l'industrialisation, à travers la pensée d'une vaste majorité des révolutionnaires depuis Marx, anarchistes, socialistes et léninistes indifféremment. Et elle glorifie tous l'industrialisme comme étant une clé du mouvement progressiste de l'histoire. Pour Freddy, la conséquence la plus innovante et la plus horrifiante de cet angle mort peut être vue dans la révolution bolchevique et la pensée de Lénine. Lénine était un bourgeois russe qui pestait contre la faiblesse et l'inaptitude de la bourgeoisie russe. Enthousiasmé par le développement capitaliste, admirateur ardent du progrès à l'américaine, il ne fit pas de
il ne fit pas cause commune avec celles qu'il maudissait, mais plutôt avec leurs ennemis, avec les disciples anticapitalistes de Marx. Il se servit de l'angle mort de Marx pour transformer la critique de Marx du procès de production capitaliste en un manuel pour le capital se développant en un mode d'emploi. Les études de Marx sur l'exploitation et la paupérisation devinrent de la nourriture pour les affamés, une corne d'abondance virtuelle. Les paysans et paysannes russes ne pouvaient pas être mobilisés par leur russité, leur orthodoxie ou leur blanchité, mais ils pouvaient l'être et le furent par leur exploitation, leur oppression, les années à souffrir sous le despotisme des tsars. L'oppression et l'exploitation devinrent des matériaux d'union. Les longues souffrances sous les tsars étaient utilisées pour organiser les gens dans les unités combattantes, dans les embryons d'armée nationale et de police nationale. La présentation du dictateur et du comité central du parti comme une dictature du prolétariat libéré semblait être quelque chose de neuf, mais elle l'était seulement dans les mots utilisés. C'était quelque chose d'aussi vieux que les pharaons et les lugales de l'ancienne Égypte et de la Mésopotamie, qui étaient choisis par le Dieu pour diriger le peuple, qui incarnaient le peuple dans leur dialogue avec Dieu. C'était une combine éprouvée des dirigeants. Même si les anciens précédents étaient temporairement oubliés, un précédent plus récent avait été fourni par le Comité français de salut public, qui s'était présenté comme l'incarnation de la volonté générale de la nation. Le but du dictateur du prolétariat était toujours le progrès à l'américaine, le développement capitaliste, l'électrification, le transport de masse rapide, la science, la transformation de l'environnement naturel. Le but était le capitalisme que la faible et inapte bourgeoisie russe avait échoué à développer. Lénine ne vécut pas assez longtemps pour démontrer sa virtuosité en tant que gestionnaire général du capital russe, mais son successeur Staline fit amplement la démonstration des pouvoirs de la machine du fondateur. Le premier pas était l'accumulation primitive du capital. Si Marx n'avait pas été très clair à propos de cela, Preobrazhensky avait été très clair. Preobrazhensky était en prison, mais sa description des méthodes éprouvées pour se procurer du capital préliminaire fut appliquée à la vaste Russie. Le capital préliminaire des Anglais, Américains, Belges et autres capitalistes était venu de pillage de colonies ultramarines. La Russie n'avait pas de colonies ultramarines. Ce manque n'était pas un obstacle, l'entièreté de la campagne russe fut transformée en colonie. Les paysans et paysannes ne furent pas les seuls colonisés. L'ancienne classe dirigeante avait déjà été entièrement expropriée de toutes ses richesses et biens, mais d'autres sources de capital préliminaire avaient été trouvées. La totalité du pouvoir étant concentrée entre leurs mains, les dictateurs découvrirent bientôt qu'ils ne pouvaient fabriquer des sources d'accumulation primitives. Des entrepreneurs prospères, des ouvriers et ouvrières et des paysans et paysannes, mécontents et mécontentes, des militants et militantes d'organisations concurrentes, voire des membres du parti désabusés pouvaient être désignés comme contre-révolutionnaires, arrêtés, expropriés et envoyés dans des camps de travail. Toutes les déportations, exécutions de masse et expropriations des anciens colonisateurs étaient reconstituées en Russie. À ce moment, toutes les méthodes pour se procurer du capital préliminaire avaient été éprouvées et pouvaient être appliquées scientifiquement. Perlman soutiendra que cette méthode innovante de capture inspira ensuite celle similaire d'Hitler, de Mussolini et de Mao, qui se dispenseront pour la plupart de la rhétorique des bolcheviks, mais retiendront les éléments scientifiques essentiels de la méthode. Et puisque la révolution qui mit en œuvre en premier cette méthode échouera dans son objectif rhétorique de libérer l'humanité du travail salarié, on se débarrassera aussi de ce qui était vu comme un embarras. À la place, le progrès de l'état techno-industriel était lui-même la justification, l'accumulation primitive nécessaire pour la domination des futurs états totalitaires serait trouvée dans les ennemis internes des partis. La domestication n'avait plus besoin de justifier autrement que par sa propre méthode scientifique. Et la science elle-même inventerait des méthodes dont les anciens colonialistes génocidaires pouvaient seulement rêver. Eugénisme, chambre à gaz, laboratoire. Ces industriels réduiront de manière triomphante tout le continent eurasien à un site de ressources à domestiquer et à accumuler. Les rationalistes occidentaux tenteront d'expliquer que ces meurtres de masse comme des choses irrationnelles, et pourtant ils verraient des gens comme George Washington et Thomas Jefferson comme des dirigeants parfaitement raisonnables, bien que ces hommes imaginèrent et commencèrent à mettre en œuvre la conquête d'un vaste continent, la déportation et l'extermination du peuple du continent, à une époque où un tel projet était beaucoup moins réalisable.
Ce qui est constant dans toutes ces situations est une croyance profondément ancrée en le progrès humain à travers l'expansion et la civilisation, à travers l'expansion de la civilisation industrielle. Les marxistes d'aujourd'hui diront que ces applications de la théorie de Marx étaient incorrectes et qu'elles étaient déviantes ou révisionnistes. Mais cette erreur n'est-elle pas la conséquence de tout essai de mettre en œuvre quelque théorie que ce soit à une échelle industrielle et de masse? La science appliquée utilisa la découverte de l'atome pour fendre le noyau de l'atome, pour produire des armes qui peuvent scinder n'importe quel noyau d'atome. Les nationalistes utilisèrent la poésie pour fendre et unifier les populations humaines, pour mobiliser des armées génocidaires, pour perpétuer de nouveaux génocides. La science pure, les poètes nationalistes et les chercheurs et les chercheuses se considèrent comme non responsables des campagnes dévastées des corps carbonisés. Chaque minute dévouée au procès de production capitaliste, chaque pensée accordée au système industriel, élargit ensuite une puissance qui est hostile envers la nature, la culture, la vie. La science appliquée n'est pas quelque chose d'étranger, c'est une partie intégrante du procès de production capitaliste. Ce qui devient clair est que tout essaie d'étoffer une théorie scientifique de la domination, quelles que soient les intentions des théoriciens et théoriciennes, est mise à contribution par la domination elle-même comme plan. Cela pourrait être compris comme la dé- et recomposition de l'histoire. De manière plus significative, cela se lie à la critique articulée précédemment contre les autres disciplines scientifiques que sont l'anthropologie et la psychanalyse. Les théories pures des anthropologues, des psychanalystes et des marxistes tendent toujours à devenir de nouveaux moyens de domestication. Université, asile, camp de travail. Kamat est plus lucide quand il critique le rôle de la théorie. La théorie comme la conscience a besoin d'une objectivation, de telle sorte que, même si c'est uniquement au niveau individuel, à partir du moment où l'on a dénoncé les raquettes, il peut se produire que ce soit la théorie qui soit érigée au rang de raquette. Elle est conçue au niveau du sujet se posant révolutionnaire, comme un despotisme, tout le monde doit le reconnaître, par la suite de la domination, depuis plus de 2 millénaires du corps par l'esprit, il est évident que la théorie est encore manifestation de cette domination. Pour cette raison, il est d'autant plus important que l'on se passe de la méthodologie et de la certitude scientifique dans notre enquête sur le genre. Autrement, les solutions continueront à être toujours les mêmes. Le cyberféminisme, une fuite virtuelle hors du corps, la reproduction automatisée, une fuite qui est illusoire, ou bien tous les engrenages et les logiques des institutions oppressives qui font le patriarcat. Ce futur high-tech désincarné peut seulement être un pas de plus dans le parcours destructeur. De la même manière que les scissions esprit-corps nous montrent que les solutions idéalistes au genre échoueront toujours, queeriser l'économie, queeriser l'État, la rupture matérielle / spirituelle nous garantit que l'angle mort de l'industrialisme continuera sa trajectoire d'annihilation et de contrôle. Pour retourner momentanément à Faune, le matérialisme accepte encore la dichotomie matière-esprit, mais proclame alors que l'esprit n'existe pas. Ainsi la liberté, la créativité, la beauté, l'extase, la vie, comme quelque chose de plus qu'une simple existence mécanique, sont complètement éradiqués du monde. Le matérialisme mécaniste est l'idéologie de la religion mise à jour pour correspondre aux besoins du capitalisme industriel, car le capitalisme industriel ne requiert pas seulement une terre endormie et démoralisée, mais aussi des êtres humains et humaines endormis et démoralisés qui peuvent être transformés en rouages d'une vaste machine.